Je pense qu'une grande partie de ce qui se passe là-bas vis-à-vis de la communauté musulmane, les problèmes causés par une partie de leur population musulmane, est lié à la classe de musulmans qui ont immigré là-bas. Ils sont pauvres, ce sont des réfugiés, ils restent dans leurs enclaves et ils ne s'assimilent pas. Notre communauté musulmane, plus petite, est souvent de classe moyenne car venir ici coûte cher, s'assimile facilement. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça, avec probablement la moitié de ce qui a été dit. Il semble effectivement y avoir une forte corrélation entre l'importation d'un certain nombre de personnes d'une religion particulière venant de certaines régions du monde et une augmentation radicale de la criminalité, ainsi qu'une hausse radicale des attaques terroristes dirigées contre les juifs et les chrétiens. Évidemment, celle qui a eu lieu en Australie dimanche visait les juifs. Donc, la situation est devenue gênante. Une fois de plus, Baya Angar Sargon essaye de défendre les islamistes et Ben Shapiro ne laissait pas passer ça. Regardez. Il semble que le terrorisme islamiste refasse surface après avoir été, je ne sais pas, un peu en sommeil ou du moins absent des premières pages pendant quelques années. Je ne pense pas que c'était en sommeil. Il y a eu trop d'actes de terrorisme islamiste radical. Et si je précise islamique radical, c'est simplement parce qu'il y a évidemment des musulmans qui ne sympathisent pas du tout avec le terrorisme islamique radical. Je dirais que ces chiffres sont plus élevés en ce qui concerne les musulmans modérés, les musulmans non radicaux aux États-Unis qu'ils ne le sont ailleurs, notamment en Europe et certainement au Moyen-Orient ou en Afrique. Mais le rythme constant du terrorisme islamiste radical, bien sûr, est tout à fait réel et cela se produit depuis des années. Je veux dire, le massacre de la boîte de nuit Pulse à Orlando, le massacre de Fort Hood, l'attaque qui a eu lieu il y a seulement quelques semaines contre les membres de la garde nationale à Washington, D.C. Évidemment, le 7 octobre était une attaque terroriste islamiste radicale. Ce genre de choses est en fait fréquent et se produit aussi en Europe depuis longtemps. Il y a eu de nombreuses attaques contre divers marchés de Noël au cours des 8 à 10 dernières années qui ont été vraiment folles. Je pense que l'Occident a considéré cela comme un prix à payer acceptable, d'une façon étrange et laide. Ils se sont essentiellement dit, eh bien vous savez, c'est le prix à payer pour une société multiculturelle, et nous allons simplement faire comme s'il n'y avait pas de véritable problème ici. Il semble exister une forte corrélation entre l'importation de personnes d'une religion particulière, originaires de certaines régions, et une hausse marquée de la criminalité et des attentats contre juifs et chrétiens. Dimanche en Australie, l'attentat visait les juifs, mais ces dernières années, des terroristes musulmans radicaux ont aussi attaqué des chrétiens partout en Europe. Donc oui, je veux dire, c'est une discussion. Et d'ailleurs, c'est cette discussion qui a animé tout le mouvement de droite en Europe au cours des 15 dernières années, en remontant à Michel Houellebecq, auteur de Soumission. Ce n'est pas nouveau. Bati, je veux te donner la parole. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Oh là là, je suis honorée d'être ici avec vous. J'adore cette émission que je regarde tout le temps. C'est un rêve de faire partie des cases à l'écran. C'est très gentil, c'est adorable. La flatterie te mènera très, très loin, mais dans le mauvais sens. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'émission. Bienvenue à notre festival d'islamophobie. As-tu de la haine à ajouter? Vous savez, pour moi, ce que je ressens vraiment en ce moment, c'est un regain d'appréciation pour l'exceptionnalisme américain parce qu'en fait, je ne suis pas en désaccord avec ce que vous avez dit, mais je ne pense pas que tout cela s'applique aux États-Unis. Nous n'avons tout simplement pas le même problème qu'ils rencontrent en Europe. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela pour commencer. Je pense qu'une grande partie de ce qui se passe là-bas vis-à-vis de la communauté musulmane, les problèmes qu'ils connaissent sont liés au type de musulmans qui ont immigré là-bas. Ils sont pauvres, ce sont des réfugiés, ils restent dans leurs enclaves et ils ne s'assimilent pas. Notre communauté musulmane est beaucoup plus petite. Elle a tendance à être de classe moyenne parce qu'il faut beaucoup plus d'argent pour venir ici et ils s'assimilent. Je veux dire, nous n'avons tout simplement pas ce même problème. Et je pense que ce qui se passe en Europe est une crise fondamentale de confiance. Vous avez ces enclaves et ensuite vous avez des policiers qui refusent d'y faire la police. Et pour moi, c'est tout simplement inimaginable. Imaginez si la police de New York disait « Bay Ridge, on n'y va pas ». Vous voyez, c'était impensable parce que nos policiers sont des hommes. Vous savez, ils savent ce que ça veut dire d'avoir l'assurance que leur donne le fait d'être américain. Donc, je pense qu'on sous-estime vraiment le caractère exceptionnel de ce pays capitaliste. Les personnes qui immigrent ici veulent généralement faire partie du système. Et puis, il y a aussi la façon exceptionnelle dont l'Amérique a toujours traité les Juifs.
Les pères fondateurs voyaient vraiment les Juifs comme les précurseurs de la civilisation qu'ils essayèrent de créer. Ici, les héritiers de la Bible hébraïque, dans laquelle ils trouvaient, vous savez, la source de tout ce sur quoi ils pensaient que ce pays devait être fondé. Et donc, je pense toujours que cela joue un rôle très important dans la façon dont l'Américain moyen perçoit les Juifs, peu importe de quoi nous parlons ici. En grande partie, les musulmans qui arrivent ici adoptent cela, ainsi que l'amour du capitalisme, l'envie d'intégrer la classe moyenne et de bonnes relations avec leurs voisins juifs. Donc, je suis un peu plus, vous savez, optimiste, voire très enthousiaste à propos de l'Amérique dans ce contexte aussi. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec la moitié de cela. On observe clairement des enclaves islamistes radicales dans des endroits comme Minneapolis. Vous l'avez vu arriver dans des endroits comme Dearborn, Michigan. Ceci résulte d'une mentalité de frontières ouvertes quant à ce qu'est et devrait être l'Amérique. Vous avez évoqué l'assimilation. Nous avons eu un énorme problème d'assimilation aux États-Unis, en fait, depuis environ 1965, lorsque nous avons décidé de changer complètement notre système d'immigration et d'accepter simplement un grand nombre de migrants venant de pays qui n'avaient aucune relation traditionnelle avec beaucoup des valeurs fondamentales qui unissent l'Europe et les États-Unis. Et donc vous commencez à voir ce changement de manière assez radicale, et vous commencez à voir cela encore plus accentué par une gauche qui fait cause commune avec l'islam radical. C'est un facteur commun que vous voyez en Europe et aux États-Unis, une gauche qui est parfaitement disposée à s'allier au terrorisme islamique. En fait, cette attaque terroriste qui vient d'être déjouée par le FBI et le DOJ en Californie impliquait un groupe de personnes qui se disaient pro-Palestine, anti-Amérique et pro-trans, n'est-ce pas? Donc c'était en quelque sorte tout le conglomérat des causes de gauche. Et chaque fois que vous regardez cette cause, vous vous dites, eh bien, aucune de ces personnes, si vous les mettez toutes dans une pièce ensemble, la plupart finiront mortes si vous les laissez assez longtemps, parce qu'elles se détestent tellement. Mais la seule chose sur laquelle elles peuvent s'accorder, c'est qu'elles n'aiment pas l'Amérique. Elles n'aiment pas notre civilisation. Elles n'aiment pas particulièrement les Juifs. Et donc, ils arrivent en quelque sorte à s'unir sous cette bannière. Je suis très préoccupé par la possibilité que quelque chose comme ce qui s'est passé en Australie se produise aux États-Unis. Bien sûr, je ne pense pas que les menaces contre la communauté juive soient uniquement le fait de musulmans radicaux. Je pense que vous avez également vu des attaques contre les communautés juives de la part de suprémacistes blancs. Et faire semblant que cela n'existe pas, c'est littéralement fermer les yeux sur le danger. Mais quand on parle du genre de menace civilisationnelle généralisée que représente le radicalisme, la principale raison pour laquelle vous ne la voyez pas aux États-Unis comme vous la voyez en Europe, c'est simplement une question de pourcentage. C'est tout. Il s'agit simplement de connaître la population musulmane aux États-Unis. La population musulmane aux États-Unis se situe approximativement entre 6 et 7 millions de personnes, d'après la plupart des données de recensement que j'ai vues. Donc, on parle d'au maximum 2% de la population. Quand on parle de certains endroits en Europe comme Londres, on parle de bien plus de 15% de l'ensemble de la population de Londres. Si vous parlez de la France, à Paris, c'est à peu près la même chose. Vous savez, 15 à 20% de la population. Si vous parlez de Sydney en Australie, vous avez vu une forte augmentation du nombre de musulmans en Australie, dont la plupart vivent à Sydney. Il y avait très peu de musulmans en Australie auparavant. Aujourd'hui, il y a environ 813 000 musulmans en Australie et environ 6,5% de la population de Sydney est musulmane. C'est pourquoi vous avez vu des gens dans les rues scander « gazer les juifs » juste après le 7 octobre en Australie. Et faire semblant que cette idéologie n'a rien à voir avec ce qui se passe. Je sais que vous ne faites pas ça, mais faire semblant que l'idéologie n'a rien à voir avec ce qui se passe, c'est ça qui me dérange, vous voyez? Sonny Austin a dit quelque chose du genre que les gens disent quand ils ne veulent vraiment pas comprendre comment fonctionne le monde. Pourquoi y a-t-il autant de mal en ce moment? Pourquoi se passe-t-il autant de mauvaises choses en ce moment? Elle a regardé l'université Brown, puis elle a regardé Sydney et a dit « toutes ces choses terribles, toute cette opposition et cette colère qui se passent en ce moment. Mais ce ne sont pas toutes les mêmes choses. Chaque fusillade n'arrive pas pour la même raison. Chaque attaque terroriste n'arrive pas pour la même raison. Chaque idéologie doit être jugée sur ses mérites pour estimer la violence et le mal qu'elle engendrera. Prétendre que l'islam radical génère autant de violence que d'autres idéologies est absurde. L'islam est connu pour ses frontières sanglantes depuis sa création. Cela ne signifie pas que tous les musulmans sont mauvais. Dans tout groupe, il y a des gens bien. La vraie question est, quel est le résultat de la civilisation? Quel est le résultat de l'idéologie? Et existe-t-il un courant idéologique que nous pourrions combattre et qui serait réellement plus efficace pour prévenir le genre de choses dont nous venons de parler? Alors, que pensez-vous de la proposition que vous avez vue dans certains milieux de la droite américaine qui consiste à dire « Écoutez, à bien des égards, nous, les conservateurs, avons plus en commun avec les musulmans religieux, du moins les plus américanisés, qu'avec les laïcs ?» Nous valorisons la famille, nous valorisons, vous savez, nous croyons en l'existence de Dieu, nous apprécions la modestie dans certains milieux. Donc vous savez, vous avez vu le président Trump chercher à obtenir les voix des musulmans en 2024. Je pense que cela a fonctionné.
Vous savez, certaines personnes disent que, en réalité, le combat n'est pas entre chrétiens et musulmans, mais plutôt entre les religieux en général, chrétiens, juifs, musulmans, peu importe, zoroastriens, contre les laïcs, les matérialistes. Est-ce que cela fonctionne? Je pense que cela dépend de la bataille que vous menez. Donc, si la bataille que vous menez est contre l'idéologie transgenre radicale, alors évidemment, vous allez trouver une alliance avec des musulmans religieux qui sont d'accord sur ces questions, ce qui a toujours intrigué la gauche, n'est-ce pas? La gauche a toujours été déconcertée lorsque des endroits musulmans comme Dearborn disaient, par exemple, nous ne voulons pas d'heure du compte avec des drag queens. Mais si vous parlez au niveau civilisationnel et que vous parlez d'un système fondé sur la liberté humaine et les droits individuels, êtes-vous plus en conflit avec les personnes qui votent démocrate ou êtes-vous plus en conflit avec les musulmans radicaux? Je pense que votre désaccord principal concerne surtout les musulmans radicaux sur ce sujet, même si vous vous opposez aussi sur d'autres questions importantes comme l'heure du compte drag queen. Fusionner des civilisations ou juger le conflit entre le Pakistan et les États-Unis, ou encore affirmer que les talibans réussissent leur lutte anti-drogue, sont des tentatives discutables. On peut faire cela avec toute civilisation maléfique sur Terre. Vous pouvez regarder le Venezuela et dire qu'ils sont vraiment bons en matière d'avortement et quand même reconnaître que, eh bien, ce n'est peut-être pas une idée civilisationnelle que nous devrions adopter en tant que civilisation alliée. Et donc, vous savez, encore une fois, je pense qu'une partie est basée sur des questions spécifiques, mais en général, avons-nous plus en commun avec des Américains laïcs de gauche qu'avec des musulmans radicaux? Je dirais que oui. Si vous parlez de musulmans ordinaires, souvent issus de la classe moyenne et assimilés aux valeurs américaines comme le mentionne Bay, ils sont souvent considérés comme des conservateurs ordinaires allant à la mosquée. Je pense que l'une des choses qui s'est produite ici, c'est qu'il y a une tentative d'analyser idéologiquement des questions que les gens ne comprennent pas réellement sur le plan pratique, idéologiquement. Et donc, vous verrez beaucoup de discussions dans nos cercles sur les différences entre l'antisionisme ou l'antipathie envers Israël et l'antisémitisme et tout ce genre de choses. Et c'est comme, bon, oui, je veux dire, on peut jouer à ces jeux tout le temps, et certains d'entre eux sont importants. Vous savez, certaines de ces discussions sont importantes. Où est la limite? Et tout le reste. Mais soyons clairs. 99% des personnes qui détestent les Juifs détestent l'Israël et racontent des mensonges à son sujet. D'accord, c'est juste une réalité. D'accord. Et faire semblant, quand vous sortez et que vous avez des centaines de milliers de personnes qui racontent des mensonges sur Israël dans les rues, cela n'affectera pas l'opinion de ces personnes sur les Juifs, ni ne représentera une menace pour eux. Croire que cela n'aura aucun effet secondaire est aussi absurde que d'ignorer des centaines de milliers de personnes manifestant contre les Américains ailleurs et penser que cela n'engendrera pas d'anti-américanisme ni de danger pour eux. Mais est-ce que ça fonctionne dans l'autre sens? Autrement dit, pratiquement toutes les personnes qui détestent les Juifs détestent aussi Israël et trouveront toujours des raisons de le critiquer. Mais cela fonctionne-t-il aussi dans l'autre sens? Vous savez, 99% des personnes qui critiquent d'Israël. non, pas 99, non, 99%, non, je critique Israël, d'accord. Tout le monde critique Israël parce qu'Israël est un État et que nous avons tous l'habitude de critiquer différents États pour différentes politiques. Nous critiquons tous la France, nous critiquons tous l'Allemagne. Cela ne fait pas de nous des anti-français ou des anti-allemands. Et si vous critiquez Israël, évidemment, cela fait simplement partie du processus pour essayer d'obtenir des réponses honnêtes sur ce que devrait être la politique publique. Mais 95% des personnes qui mentent sur Israël détestent les Juifs. D'accord, les gens qui mentent, parce que si vous mentez sur des gens, généralement c'est parce que vous les détestez. Ce n'est pas parce que vous cherchez sincèrement une vraie solution au problème. Si je racontais des mensonges sur Michael tous les jours, Juste pour, vous l'avez fait pendant 10 ans, chaque jour, vous le faites. tu confirmes mon point de vue car je te déteste. C'est la logique réelle, non? Mais non. Attends, tu peux détester Michael et dire la vérité sur lui. Attends, Mais n'est-ce pas justement le sujet? je dois le signaler, je dois le faire remarquer. Les manifestations contre Israël après le 7 octobre ont lieu sur les campus universitaires. D'accord. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème d'antisionisme dans ce pays. Je dis juste que ça ne vient pas des musulmans. Ça vient de l'élite de gauche. D'accord. Regardez quelqu'un comme Mamdani, il y a des gens ici qui le traitent de djihadiste. Ce type n'est pas un djihadiste. C'est un carriériste typique surdiplômé. Il parle comme tous les autres gauchistes diplômés de l'université. C'est juste du pur carriérisme. Il est purement carriériste. Et il dira n'importe quoi quand il le faut. Tu sais, quand il était important de dire « je déteste Israël » pour avancer dans sa carrière, il l'a dit. Quand il fallait serrer la main de Trump, il l'a fait. Et je dis juste qu'il est vraiment important que nous comprenions d'où ça vient. Non, Je ne suis pas du tout d'accord. Regarde Mamdani. La ligne directrice de Mamdani toute sa carrière, c'est l'islam radical et la haine d'Israël. Il a débuté avec les étudiants pour la justice en Palestine. tous les arguments qu'il a avancés pendant des années et des années à l'université.
Oui. Mais ces choses ne sont pas mutuellement exclusives. Mais c'est très différent, Ben. C'est vraiment très différent. D'accord. Ce type, tu regardes sa femme, tu vois bien que ce n'est pas une personne religieuse. Sa mère est hindoue. Ben d'accord, j'ai un doctorat de Berkeley. D'accord, ces gens ne ressemblent pas à des djihadistes. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Ils détestent Israël avec la même passion. Je dis juste que ça vient de là. Les Juifs se disputent. Tu pourrais me passer un cigare? S'il te plaît. Parce que ça pourrait durer éternellement. On appelle cela notre synagogue. C'est comme tous les vendredis soirs. J'allais dire, Si jamais t'entends des Juifs se disputer, ça va durer 2000 ans? la seule raison pour laquelle je dis que tout cela est important sur le plan idéologique, c'est que si tu veux combattre un mal qui découle d'une idéologie, tu dois en fait discuter de l'idéologie. Si cette idéologie est l'islam radical, c'est l'islam radical. Si c'est l'extrême gauche, c'est l'extrême gauche. Elles peuvent coexister chez une personne, comme chez Zara et Mamdani. Mais tu sais, ce qui me rend un peu fou, c'est quand on fait semblant que certaines idéologies n'existent pas, et c'est vrai de tous les côtés. Si tu fais juste semblant que certaines choses n'existent pas parce que tu ne les aimes pas, elles risquent de prendre de l'ampleur. Et puis, il y a aussi cette tendance chez les décideurs publics qui sont tout à fait contents de laisser ces idéologies se développer, à ensuite chercher une sorte de distraction, une babiole clinquante. Pour une raison étrange, cette femme juive qui était autrefois de gauche, maintenant elle est à droite, essaie maintenant de servir de caution aux islamistes et tente continuellement de détourner l'attention, comme si ce n'était pas le plus gros problème. Non, c'est bien le plus gros problème. Et pour une raison quelconque, c'est la deuxième vidéo où nous voyons Batia faire l'autruche. Elle est généralement pertinente, mais sur ce sujet crucial, elle est totalement à côté de la plaque. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous aider à faire plus de ces vidéos, vous pouvez aller sur buymeacoffee.com/Jewish Uncensored. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.